Suzy Béharounet, bonjour, Bonjour, ou plutôt Bozou, puisque vous venez de Nengoné. c'est ça, Bozou. Hello. Oui, Suzy, vous êtes maître de conférences en linguistique océanienne et responsable pédagogique de la filière langue et culture océanienne à l'Université de la Nouvelle-Calédonie. mhm. Est-ce que vous pourriez, dans un premier temps, nous raconter un peu quel a été votre parcours étudiant et professionnel? Alors, mon parcours étudiant, mes premières années dans l'enseignement supérieur étaient en Nouvelle-Calédonie, donc j'ai commencé à l'Université de la Nouvelle-Calédonie. À l'époque, depuis qu'il y a eu l'accord de Nouméa, il y a eu l'ouverture de la licence langue et culture régionale en 99. Et moi, je suis rentrée dans les années 2001. Donc, j'ai suivi, à l'époque, c'était encore le DUG. J'ai fait 2 ans de DUG et après la licence. Et après la licence, je suis partie en métropole pour poursuivre en maîtrise et ensuite en DEA. Donc, à l'époque, c'était encore la maîtrise et le DEA. Et après, par la suite, j'ai fait mon doctorat en linguistique. Euh, J'ai poursuivi mes études de master et de doctorat à l'INALCO parce qu'il y avait un accord, un partenariat entre l'Université de la Nouvelle-Calédonie et l'INALCO, justement pour les étudiants qui poursuivent après la licence langue et culture régionale. Donc j'ai suivi jusqu'en doctorat. Après le doctorat, mes 2 dernières années de doctorat, je suis revenue en Nouvelle-Calédonie pour être en poste d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche à l'université. Donc j'ai commencé, c'était en 2011, j'ai commencé mes premières années d'enseignement dans cette université de la Nouvelle-Calédonie. Et après ça, j'ai été titularisée sur un poste de maître de conférence en langue et culture océanienne. Et depuis, j'enseigne au sein de cette université. Vous avez 45 ans. Oui, Vous étiez déjà lycéenne quand a eu lieu l'accord de Nouméa. c'est ça. À ce moment-là, à cette époque-là, comment est-ce que vous vivez cet accord de Nouméa, ses promesses, ses perspectives? Alors, c'était mes années de bac. Je passais le baccalauréat. Donc, on était. Personnellement, j'étais pas vraiment impliquée. J'étais un peu pas vraiment intéressée, mais c'était lors d'une épreuve pour l'oral où je passais justement l'épreuve de Ningoné. Et mon professeur m'avait posé cette question, si j'ai été votée, parce que à ce moment-là, je crois que j'avais déjà la majorité. Donc il m'avait posé cette question et je disais ben non. Parce qu'à cette époque-là, je ne m'intéressais pas vraiment. J'entendais parler de l'accord de Nouméa, mais j'étais pas vraiment impliquée ni intéressée à cet accord. Et avec le recul, depuis je pense que vous avez eu le temps de vous y intéresser. Est-ce que cet accord a tenu ses engagements? Alors, avec le recul, on va dire que quand quand je suis partie faire mes études en France, c'est là où j'ai découvert une autre partie de l'histoire du pays et jusqu'à l'accord de Nouméa. Et c'est à ce moment-là que je me commençais à m'intéresser. Et quand je suis revenue, je voyais qu'il y avait des choses qui ont été mises en place suite à cet accord. Quand je suis rentrée à l'université,
la filière LLCER, langue et culture régionale, c'est aussi suite à cet accord. Donc, jusqu'à maintenant, on le dit dans dans la description de cette filière, mais pour dire que c'est uniquement quand j'étais en métropole où je me suis réellement intéressée à l'histoire du pays et à la politique du pays. Et quand je suis rentrée, c'était vraiment, je me disais que tout ce que je fais, c'est pour contribuer justement à la construction du pays. Et je sais que l'enseignement, l'éducation est très important dans cette construction, dans ce cheminement vers ce qu'on appelait le destin commun. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce dont vous avez été témoin, ce que vous vivez depuis le 13 mai 2024? Alors, depuis le 13 mai, on va dire que ça a été une surprise quand on voit le cri d'une jeunesse de ce pays. Parfois, c'est des remises en question de soi, du fait que est-ce qu'on a bien fait son travail, là où on est amené à œuvrer. C'est des questionnements sur soi par rapport à cette jeunesse qui crie sa détresse face à ces inégalités ressenties, parce que on le vit. Moi, je le vis. Je le vis dans le sens où je le ressens, je le vois quand je vis dans ce pays. Et ça m'a frappée quand je suis revenue en 2011. Je voyais ce fossé qu'il y a entre les communautés, que pendant mes études, je ne vivais pas ça, dans le sens où j'oubliais la couleur de peau de mes camarades. C'est l'humain qui entre en contact. Et quand je suis rentrée au pays, c'était la première chose qui m'a frappée. C'est qu'ici, on parle de destin commun, mais sur les faits, les actes, c'est très difficile de faire un pas. Il y en a qui le font, mais ce n'est pas tout le monde. Et même dans nos actions que l'on mène sur le terrain, quand on, je ne sais pas, des choses de tous les jours, quand on est à la recherche d'un logement ou d'un travail, il y a, on nous fait savoir qui on est, indirectement, mais par le regard, par les paroles, parfois des sous-entendus. Je veux dire que le 13 mai, ça a été vraiment une surprise dans le sens où on ne s'attendait pas, mais c'est aussi, c'est comme si c'est, comment dire, c'est un furoncle qui a éclaté. Parce qu'il y a tout ce qui s'accumule et qui ne se dit pas. Et après, on dit qu'on est dans un pays du non-dit, mais à un moment donné, il faut se dire les choses, il faut se parler. Et est-ce que on dit le pays du non-dit pour se sentir bien, pour se sentir, pour ne pas froisser l'autre? Est-ce que, et ça, c'est quelque part, c'est éviter, comment dire, éviter
Parce que parfois, il faut dire les choses, il faut les expliciter. Parfois, ça peut être dur, ça peut être mal reçu, mais au moins on l'a dit. Mais si on garde, ben, quand ça explose, ben, on est impuissant. Et parfois, on sent l'injustice, mais envers qui? Il y a de la frustration. Et parfois, c'est surtout des paroles qui sont dites, qui parfois révèlent le fond des gens, dans le sens où, à force de ne rien dire, ça s'accumule et après, les pensées, ça nous fait dire des choses qui blessent, qui sont blessantes pour les uns et les autres. Donc, comment on a vécu depuis le 13 mai, ben, ça a été ça. Et on voit un pays qui est en souffrance, c'est un appel à chacun, aussi bien le monde social, le monde économique, le monde politique surtout, le monde coutumier, qu'il faut s'occuper, il faut être à l'écoute de cette jeunesse qui est parfois laissée sur le bord du chemin, et surtout cette jeunesse urbaine. Moi, je parle surtout de cette jeunesse urbaine, parce que souvent, cette jeunesse urbaine est un peu oubliée, on va dire. Parce que souvent, quand on mène des actions, souvent c'est dans les îles, dans le nord, des actions au niveau coutumier, culturel, etc. Dans le sud, on le fait. Mais je trouve que c'est peut-être pas assez, mais c'est à partir de ce 13 mai, pour moi, c'est le cri de détresse d'une jeunesse qui a besoin voilà, qu'on l'écoute un peu. L'accord de Nouméa promettait de remettre la culture kanak au centre de tout, du dispositif. Est-ce que l'accord de Nouméa a échoué à nous faire société en Nouvelle-Calédonie autour de cette identité kanak? Je ne dirais pas que c'est quelque chose qui a échoué, parce qu'il y a des choses qui ont été mises en place. Il y a des institutions, comme par exemple la DCK, le CCT, nous, la filière langue et culture océanienne au sein de l'université, donc il y a un enseignement supérieur. Je ne dirais pas que ça a échoué, mais c'est juste que ça a été mis en place, mais après il va falloir développer un petit peu plus par la suite ce qu'il en est et innover, et aussi comment dire, ne pas rester sur ça, mais aussi partir sur le fait que la société kanak est une société vivante. Qui dit vivante, ça veut dire que on s'adapte, on évolue avec l'évolution de la société. Autre chose, c'est le fait que dans certains domaines, cette culture, et même pour les langues, etc., ça a toujours été un frein, dans le sens où certaines
c'est pas un frein, c'est le fait que ça n'a pas été pris en compte dans certains domaines. Je parle par exemple de l'enseignement. Certes, il y a eu la mise en place des langues kanak, mais tout en sachant que dans la politique éducative, par exemple, les langues kanak n'est pas du tout un enseignement obligatoire. Depuis 2018, c'est les EFCK, les éléments fondamentaux de la culture kanak, qui sont devenus obligatoires, qui sont enseignés dans le secondaire. Mais encore une fois, là, pour les langues, ça reste toujours facultatif. Et parfois, dans certains établissements, ce n'est pas du tout proposé. Pour certains parents, moi je sais qu'il y avait des parents, pas forcément kanak, hein, mais qui s'intéressent, qui veulent que leurs enfants, mais seulement c'est pas proposé par l'équipe pédagogique, par exemple. Donc quand je parlais de frein, c'était par rapport à ça qu'il y a des choses qui ont été adoptées, mises en place, etc. Mais ça n'a pas été suivi par ceux qui sont sur le terrain dans certains domaines, par exemple. Donc là, je parle spécifiquement des langues kanak, puisque je suis dans ce domaine-là. Je dirais que, par exemple, au niveau artistique, etc., il y a eu aussi des institutions qui ont été mises en place et donc il y avait, par exemple, ça a permis de former des musiciens intervenants, mais surtout dans les domaines artistiques du monde kanak. Voilà. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est une réussite, mais il faut qu'il y ait une continuité après. Qu'est-ce qu'on en fait pour ce qui viendra après? Donc il faut continuer à œuvrer, mais encore une fois, je parle surtout du domaine des langues, c'est que, encore une fois, quand on parle des langues en Nouvelle-Calédonie, surtout les langues kanak, ça a toujours été une question politique. Donc, on peut dire oui, on va mettre en place, etc. Mais on trouve toujours que c'est pas assez parce qu'il y a toujours des freins politiques qui fait que on ne peut pas satisfaire tout le monde, on va dire ça comme ça. Jean-Marie Djibaou avait fait de l'identité kanak la base de tout. Est-ce que politiquement, dans l'esprit de certains justement, et y compris pour la nouvelle génération, la culture kanak est en soi politiquement piégée? On a des fois l'impression qu'en s'y intéressant ou en la valorisant, on prendrait le risque d'aller vers l'indépendance, si tant est que ce soit un risque. Hein. Mais vous comprenez le sens de la culture kanak, est-ce qu'elle est piégée d'un point de vue politique? Je ne pense pas. Ça, c'est les gens qui le pensent. Mais c'est pas... Elle n'est pas piégée du tout. C'est juste comment chacun ait sa posture face à ça. Est-ce qu'on l'accepte ou pas? Parce que une langue, une culture, c'est toujours une ouverture. Et ça permet tout à chacun d'aller vers l'autre. Mais ce n'est pas une fermeture dans un pays, dans une bulle, non. La culture kanak n'est pas du tout piégée, elle continue à évoluer avec la société. Mais je pense qu'en Nouvelle-Calédonie, c'est surtout le fait que c'est l'histoire
qui a fait voir le monde kanak comme étant quelque chose de figé, alors que ce n'est pas figé du tout. Ça fait 3000 ans qu'on existe et ça fait 3000 ans qu'on s'adapte à l'évolution, à la mondialisation, etc. Mais qu'on est toujours avec notre culture. C'est surtout le fait de faire un pas pour découvrir. Parce que quand je parlais tout à l'heure de l'éducation, quand on propose à l'école, ça permet aux autres de faire un pas, de s'y intéresser. D'où la proposition aussi de la mise en place des éléments fondamentaux de la culture kanak. Mais pour moi, cette culture, elle n'est pas piégée. C'est juste tout à chacun de faire un pas et de s'y intéresser. Quand on s'intéresse à la culture kanak, on comprend mieux l'autre. Et à ce moment-là, là, on pourra discuter librement de tout ce que l'on veut. Mais à partir du moment où nous, on ressent un frein d'aller vers l'autre parce qu'elle est d'une culture différente, on s'enferme. C'est chacun qui s'enferme. C'est pas la culture kanak qui est piégée, qui reste enfermée, qui... Aujourd'hui, tout est à reconstruire. Est-ce que l'université, est-ce que l'école doit en profiter pour se réinventer dans le futur modèle de société qu'il s'agirait d'imaginer pour demain? Oui, comme je disais encore hier à mes collègues, c'est que l'université, même le monde éducatif, a un rôle important pour construire cette société. Et pour moi, c'est une aubaine pour proposer quelque chose de nouveau. Parce qu'on est en Océanie, parce qu'on a différentes cultures qui existent. Et il faut partir de ces différentes cultures pour pouvoir construire un modèle de société propre à la Nouvelle-Calédonie, au Pacifique, aux Océaniens. Parce que si on calque toujours sur l'Europe, on ne va jamais s'en sortir. Mais il faut partir de ce que l'on a. Qu'est-ce qu'on a sous la main? On a différentes cultures, aussi bien les cultures occidentales, les cultures asiatiques, les cultures européennes. Qu'est-ce qu'on en fait de ça? Il faut composer pour construire à nouveau et non pas de calquer. Mais pour moi, l'accord de Nouméa, à chaque fois, je disais aux étudiants que l'accord de Nouméa nous a donné cette opportunité d'innover, de proposer quelque chose pour le pays, quel que soit le domaine. C'est à nous d'œuvrer. Si on est enfant de ce pays, si on est des personnes de ce pays, c'est tout à chacun de se tenir la main et d'y aller et de proposer quelque chose de nouveau. Parce que quand chacun apporte sa pierre, on peut façonner ça pour construire une nouvelle société. Voilà. Mais si nous, on est toujours attachés à tout ce qui se décide à 22 000 et tout ce qui se fait à 22 000, on ne va jamais y arriver parce qu'on ne sera jamais satisfait. Mais il faut proposer. Et c'est tout à chacun de se mettre les mains à la pâte pour construire cette nouvelle société. Et c'est le moment, aujourd'hui, c'est le moment de proposer. Merci Suzy. En conclusion, quel message vous pourriez adresser aux habitants de la Nouvelle-Calédonie, sachant que les temps qui vont venir vont être très difficiles, que aujourd'hui plus que jamais les amalgames vont bon train? Quel message d'espoir vous pourriez adresser à tous nos compatriotes?
Je dirais que le meilleur est à venir, mais c'est tout à chacun d'aller vers l'autre, de se parler, et qu'il faut oser se lever et se dire que chacun est acteur de là où il est, quel que soit son domaine, quel que soit son statut. Chacun est acteur de ce pays et c'est ensemble qu'on va construire si vraiment on se sent appartenir à ce pays. Donc on doit apporter sa pierre et surtout tout en sachant que il y a une culture datant de 3000 ans qui est là et qu'il faut faire avec et ne pas laisser de côté, mais que ça soit le cœur de cette société et aussi en complémentarité avec les autres cultures, les autres communautés. Suzy Berrounet, merci. Merci à vous.